toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, enfin ravi. On est là au lendemain du match de l'OGC Nice. Défaite de l'OGC Nice à domicile contre le Real de Nantes, le Sporting Club de Nantes, bref, l'effroyable FC Nantes de Antoine Kombouaré, une histoire de penalty en plus qui nous a traumatisé. Non, ce n'est pas une blague, on a beau être le 1er avril, l'OGC Nice retombe dans les bas-fonds, de ce qu'il fait de pire. On va parler du match, forcément, on se retrouve en direct sur Twitch, comme à l'accoutumée. Je salue les personnes qui sont là, les amis de la déprime, Nissardetta, Nessi, Oliver Salerne et Cesaro. Messieurs, dames, bonsoir. J'accueille déjà les soldats du soir parce que c'est pas un plaisir. Il y a des choses à dire, des messages qui vont passer, je pense, parce qu'on en a gros sur la patate. En tout cas, moi j'ai passé un week-end merdique et pourtant c'était un week-end familial, anniversaire, etc., etc. Pour autant, c'était de la dépression. Aujourd'hui, je salue déjà Anto qui est là ce soir. Bonsoir Anto, comment vas-tu ? Bien le bonsoir. Bah écoute, super bien. Content d'être là pour cette victoire de Manon Fiorot en route vers la ceinture, ça fait plaisir. Non, plus sérieusement, moi je suis bien sûr déçu, mais en même temps je suis un peu content parce que les langues commencent à parler, ça va enfin péter et ça fait plaisir. Ok. D'humeur assez taquine, hein. On verra bien comment ça se passe. On l'a nommé le modérateur de ce soir. Il est là pour contrôler un peu le débat. C'est Hugo. Salut Hugo, comment tu vas ? Salut Pancho, salut à tous. Je sais pas si je vais réussir à mener cette mission à bien vu les discussions qu'on a eues en off, mais on va essayer en tout cas. Et Ouais. super content de revenir dans l'émission. Il a aiguisé ses couteaux. Voilà, et l'odeur du sang a appelé notre ami Flo. On aura, j'espère, le droit à sa minute Gunners. Un peu de football ne fera pas de mal à cette émission à l'OGC Nice. C'est Flo. Salut Flo, comment tu vas ? Ben, ça va, hein. Enfin ça va. Dans ma vie personnelle, ça va. Footballistiquement, très tendu. Mais bon, on va essayer de composer avec tout ça ce soir. J'espère être un peu plus acteur et moins spectateur que nos joueurs niçois dimanche, nos starlettes niçoises. Effectivement, moi j'en viens vraiment à une situation où je me force à regarder d'autres matchs de foot pour voir que en fait ça peut jouer et que ça reste un beau sport et que c'est pas la misère comme depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois de l'OGC Nice. C'est très bizarre, hein. Ce qui est en train de se passer. Bon, l'OGC Nice a perdu, hein, le foot, hein, 2-1 contre le FC Nantes. FC Nantes qui avait plus gagné à l'extérieur depuis 2008, qui avait plus gagné un match depuis 2017. Qui nous a fait le coup du nouvel entraîneur comme à l'aller, nouvel entraîneur Antoine Kombouaré, une histoire de penalty comme je vous l'ai dit. Mais si on va prendre les choses dans l'ordre, beaucoup d'absents, hein, on le sait. Un milieu expérimental, Tom Loucher, Hichem Boudaoui et Alexis Claude Maurice au démarrage. Ligne d'attaque qui était la même que celle entreaperçue à Lens. Et puis les quatre derrière, c'était pareil, c'était la même défense. Anto, on va dire des choix logiques. On avait quand même sur le papier le milieu de terrain des joueurs de ballon. Finalement, est-ce que tu aurais espéré quelque chose de mieux sur cette composition ou on peut passer directement au match ? Non, c'est à peu près ce qu'on aurait pu imaginer. L'autre solution c'était d'enlever un milieu, de mettre Mendy, de passer à 3 derrière et d'avoir deux pistons vraiment haut. Bon voilà, les deux choix m'allaient. Donc voilà, il n'y a aucune surprise. De toute façon, on n'avait pas grand monde de plus à faire jouer, quoi. Ouais, effectivement. Hugo, cette composition plutôt logique. Et puis on va progressivement rentrer dans ce match. Et si je te dis que dès les premiers instants de cette rencontre-là, tu as l'impression d'avoir déjà vu ce match, on rentre dans une phase où l'OGC Nice est très stéréotypé et on avait une équipe, donc en l'occurrence Nantes, qui jouait avec de l'envie, avec une volonté finalement de l'emporter. Nice, eh bien, qui n'est jamais réellement rentré dans sa rencontre. Ouais, tu l'as dit, après, quand tu vois les 5 premières minutes, tu as compris en fait ce qui va se passer pendant ce match, parce que dès le coup d'envoi, tu vois Nantes qui vient presser très haut, qui nous accule dans notre camp. Bon, je pense que sur les 10 premières minutes, on doit faire une séquence de possession, mais grand max, on perd le ballon tout de suite. Et ça tranche totalement avec ce qu'on avait vu à Lens avant la trêve, où même s'il y a eu beaucoup d'erreurs des Lensois, on les avait provoqués avec un bon pressing, une bonne agressivité.
Et là, c'était vraiment j'ai eu la sensation de l'inverse total. C'est-à-dire que Nantes sont venus nous chasser haut d'entrée et ça a pas été arrangé par, la suffisance et l'excès de facilité de nos joueurs avec le ballon, avec beaucoup de pertes de balles, peu d'engagement. Enfin, en fait, au bout de 5 minutes, comme j'ai dit, tu as compris que le type d'après-midi que tu vas passer, il s'est pas arrangé avec le 1er but puisque encore une fois, on se prend l'ouverture du score et je crois pour la 9e fois, on revient pas et même pire, enfin, c'est pas qu'on on revient on renverse jamais le score, mais en plus on est incapable de même décrocher et tenir un match nul après avoir été mené. Donc bah, comme tu l'as dit, très rapidement, on avait tout compris, quoi. Ouais, Flo, finalement, on sort avant ce match d'une victoire à Lens où tu te rassures pas forcément footballistiquement. Tu gagnes quand même à Bollaert, qui est une belle performance. Tu retrouves des valeurs de solidarité, d'entraide, d'intensité aussi. Tu avais tous les ingrédients finalement, bon, mis à part les absents, pour réaliser une performance contre une équipe de Nantes qui était en grande difficulté, qui est de toute manière à la lutte pour le maintien. Et en fait, rapidement dans cette rencontre, jusqu'à l'ouverture du score, tu vois des phases de, voilà, comme le disait Hugo, Nantes qui presse haut. Et puis, bon, on va arriver tout doucement sur l'ouverture du score. Une passivité extrême de la défense dans son ensemble. On a l'impression que tu avais Nantes qui jouait plus vite, qui sentait plus rapidement les coups. Et puis, un Nice totalement crispé. Alors, c'est le terme qui est ressorti de la part de notre cher capitaine, crispé. Est-ce que pour toi, le gym était crispé en première mi-temps, Flo? Non, ils nous ont surtout crispés à nous, mais eux, ils n'étaient pas crispés, ils étaient dans l'insuffisance totale. Et comme tu l'as dit, les valeurs qui t'ont permis de gagner à Lens, tu n'en as mis aucune contre Nantes. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup dans ce groupe qui n'ont pas de valeur. Donc, quand on parle de valeur, c'est très compliqué de les mettre sur un terrain de foot. Mais franchement, l'entame de match, elle est catastrophique. On nous rabâche depuis 2-3 semaines, voire un mois. Il reste 9 finales, 8 finales. Et cette finale, eh ben, putain, si on joue des finales comme ça, on va en perdre encore beaucoup. Si on a la chance d'y retourner. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on joue une finale. Dès l'entame de match, dès le coup d'envoi, la passe en retrait, la première passe en retrait, dès le coup d'envoi, on le sait. On sait dans quel après-midi on s'embarque. On sait ce qui va se passer. On sait parce que les attitudes qui ne trompent pas. Et comme tu l'as résumé, le premier but, voilà, hein, tout le monde est spectateur, on regarde. Et voilà, notre pauvre Marcin Bulka qui se fait fusiller, une tête imparable. Voilà. Le Tomba avait, je pense, pas envie de sauter, même si c'est un enchaînement, hein, parce qu'on tombe sur le Tomba, parce que c'est la faute la plus visible. Mais entre les alignements, Perrault qui devrait avoir la dalle parce que le mec il a pas une minute cette saison et il te fait une montée sur le défenseur en trottinant, le mec peur de se claquer, je sais pas. Enfin, bref, c'est un enchaînement de choses lunaires, qu'on n'accepte même pas chez des U13 et on le voit au haut niveau. Enfin, moi, je comprends pas. Là, c'est même pas tactique, technique, c'est pourquoi on te paye en fait. Enfin, courir. Voilà, courir. Anto, j'ai regardé le match entre deux parts de gâteau, hein. Bon, je te cache pas que le week-end a été beaucoup plus satisfaisant que le match. Je pense que pour beaucoup, hein, que vous soyez spectateur à la télévision ou spectateur en tribune, j'ai eu l'impression de voir le Nice de Patrick Vieira à l'époque où on avait Alan Saint-Maximin. Et j'ai eu l'impression que on attendait de Jérémy Boga à chaque fois un exploit individuel. J'ai pas dit qu'il faisait des exploits, mais en tout cas, on était dans ce jeu très très stéréotypé où on essayait de pointer à chaque fois Boga, et puis généralement, il n'est pas passé. Alors, on peut parler effectivement du bon match dans l'ensemble de Mohamed Ali Chaud, mais on a mal à notre football en fait. Quand tu vois le match de l'OGC Nice et les dernières prestations, on est toujours 5e, Dieu soit loué, et heureusement que la Ligue 1 est d'un niveau abyssal cette année. Du moins, certains cadors ne sont pas au rendez-vous, disons-le ainsi, parce qu'on n'est pas encore décroché. Mais alors, on a mal à notre football là, en ce moment. Ouais, non, Boga n'attendait pas trop l'exploit, puisque de toute façon il sert à rien. Donc, franchement, il est sur le terrain, ça c'est pareil s'il était en tribune. Donc, et puis ça, c'est tous les matchs sauf Paris. Donc, non, c'était surtout Mohamed Ali Chaud qui a été un des seuls qui a voulu gagner dans cette première mi-temps avec Marcin Bulka, certainement.
Donc, Mohamed Ali Chaud, tout ce qui va être dit dans cette émission, ne le prends pas pour toi, notamment. Il y en a d'autres, mais en tout cas, sur le terrain, pendant la première mi-temps, c'était le seul. Après, ouais, on le sait, on voit l'intention qui est mise. En fait, c'est lunaire de se dire que ces mecs-là, il y a 3 mois, ils pouvaient jouer la Ligue des Champions et qu'ils avaient de l'avance sur les autres et que d'un coup, ils ont pu voulu gagner. Alors, je sais pas les raisons. Est-ce qu'ils ont plus envie de travailler, ils ont plus envie de faire. Je sais pas ce qui se passe. Mais quand tu vois ce qu'on a fait à Lens, bah, si tu mets la même intensité hier, tu gagnes en fait, même sans être beau. De toute façon, on va jamais être beau de la saison, on le sait, mais tu gagnes ces matchs et bah, c'est assez terrible. Maintenant, on est habitué et tous les ans c'est pareil, donc l'histoire se répète. Hugo, on arrive au vestiaire. L'OGC Nice rentre pour la seconde mi-temps. L'OGC Nice est mené 1-0. Et là, il y a une succession de décisions arbitrales favorables à l'OGC Nice, hein, puisque on a une situation où il peut y avoir un penalty pour Nantes avant celui provoqué et transformé par le buteur nantais. Et puis il y a ce penalty aussi sur Guessant, euh, litigieux. Ça rappelle un peu ce penalty contre Metz, le GC Nice qui se retrouve à un partout avec le 10e but de la saison de Mofi. Là, tu peux te dire à ce moment-là, bah, on peut emballer cette rencontre, quoi. On peut emballer cette rencontre, on a des éléments favorables. L'arbitrage est avec nous parce que honnêtement, enfin, on est honnête, on a beau être supporter, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a eu des situations litigieuses qui sont allées dans notre sens. Et là, non, en fait, parce que dans la foulée, tu provoques des situations, et pire, tu provoques un penalty par le pauvre Antoine Mendy qui scelle la victoire nantaise, quoi. Et moi, le pire, ce qui m'a vraiment tué, parce que j'étais mort de rire en voyant ça, c'est qu'on célèbre notre but. Enfin, moi, je l'ai vu à la télé, donc il y a le ralenti de Prime, c'est du péno de Mofi, et on cut même pas le ralenti, on revient à l'action. Sissoko, il est en face à face, il est pas loin de marquer le deuxième but. Il n'y a même pas eu le temps de célébrer ton but que déjà tu es en difficulté. Et évidemment, 2 minutes après, ça continue et on concède un péno. Donc ouais, c'est ça, ça résume totalement le. C'est que même quand il y a un miracle, parce que le péno, Guesson, il va bien le chercher, il passe devant le défenseur et tout, il va bien le chercher. Même avec le miracle, on pourrait se dire que tu vois, Nantes, ils ont fait beaucoup d'efforts pour défendre, que ça va leur mettre un coup derrière la tête, que nous, on va inverser le momentum. Bah, même pas, parce que Nantes, ils reviennent tout de suite, dès le coup d'envoi, ils te mettent sous pression et en fait, tu n'as même pas le temps d'exister. Et ouais, donc voilà, mais même avant ça, moi, j'ai pas trop compris le coaching de Farioli, parce que changement tactique à la mi-temps. C'est Tom Louchet qui passe central droit dans la défense à 3. Ce que j'ai déjà pas trop compris au départ, sa position de sentinelle par rapport à Boudaoui. Là, en plus, tu le ferais redescendre d'un cran. Encore, si tu veux changer tactiquement, fais comme tu as fait, tu fais rentrer Mendy, mais dès la mi-temps. Pourquoi changer avec Louchet? Enfin, c'était pas clair. En plus, je me souviens que le commentateur Prime avait dit qu'apparemment Todibo n'avait pas compris qu'il y avait changement tactique. Donc, il y a eu un flou artistique au début de la deuxième mi-temps, ce qui n'a pas aidé. Tu veux dire Et, qu'il y a un manque de communication et de cohésion dans l'équipe, vraiment là? Non, c'est Hugo, l'impression que tu j'ai tu serais pas en de mon train point de vue extérieur. tu serais pas en train de sous-entendre ça quand même, non. Ouais, donc j'ai rien compris à ce qui s'était passé. Aussi, pourquoi faire sortir Mohamed Ali Chaud, qui était ton seul un peu dynamiteur, qui était le seul dans le ton finalement. Donc des choix questionnables et un petit miracle avec le péno, mais qui a été très vite effacé. Et je trouve que la victoire nantaise est méritée. Ouais, Flo, victoire nantaise méritée. En fait, hein, on peut ressentir ce qu'on veut contre le FC Nantes. C'est vrai que c'est une équipe qui nous traumatise depuis cette fameuse finale de Coupe de France. Mais au bout d'un moment, quand une équipe a envie, hein, qu'on se le dise, hein, coaching, absent, pas d'absent, victoire nantaise méritée. Comment tu as vécu cette deuxième mi-temps, Flo, finalement? Enfin, là, on a parlé un peu de la première. On aurait pu, peut-être par un concours de circonstances, profiter de cette égalisation de Mofi. Et en fait, non. Limite, ça t'a mis encore plus bactère et tu concèdes un penalty. Alors, encore une fois, on peut tomber sur le tombant, on peut tomber sur Mendy. Mendy fait cette erreur-là, c'est un jeune joueur. Ça aurait pu être une autre personne, prise à deux en plus à ce moment-là. Bon, c'est d'une naïveté. C'est naïf ce geste-là. Mais ouais, cette deuxième mi-temps, faut t'en as pensé quoi? Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, elle se résume avec des changements
incompréhensible. Mais vraiment incompréhensible de Farioli. Tu sors le seul mec qui t'apporte quelque chose, qui essaye. Le seul mec que tu as envie de voir sur le terrain, il te le sort. Tu te dis que moi, quand je vois Guessant s'échauffer, je me dis ça y est, il va enfin me sortir la fraude à 30 millions. Non, 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 non. On laisse le sprinter et on sort le seul mec qui est capable de faire quelque chose sur le côté, quoi. Donc voilà. Par la suite, on voit 3 abrutis qui rigolent en tribune alors qu'on est mené 1-0. Parce que c'est l'une des meilleures actions de la deuxième mi-temps. Donc je suis désolé d'en parler, mais on en parlera plus dans le détail après. Mais voilà, 3 abrutis en tribune qui rigolent. Par miracle, tu obtiens un penalty parce que tu as, et je vais suivre Anto, à part Alicho et Boulka, tu as un troisième joueur qui aime ce maillot dans cette équipe. C'est Evan Guessant qui va chercher, qui s'arrache pour récupérer le chausson aux pommes que lui envoie Terem Moffi. Et le mec obtient miraculeusement un penalty. Tu arrives à revenir miraculeusement dans le match. Et 2 minutes après, comme l'a dit Hugo, enfin même pas, 3 secondes après, en fait, moi je me dis, vas-y, on égalise. Les mecs, ils ont de l'amour propre, il reste 15 minutes, on va pousser. Et putain, mais non, en fait. Non, on arrive à faire pire. La meilleure action du match, si tu enlèves le penalty, c'est la tête de Boulka en fin de match, où Lafont gagne le duel avec les points. C'est la seule chose qui s'est passée en 90 minutes à domicile contre le 15e de Ligue 1, le 16e au coup d'envoi, je sais plus. Et voilà, on va y rentrer après, mais et on te parle de finale, d'envie, d'autocritique. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Regarde, on est le 1er avril. L'année dernière, je crois qu'on faisait la même émission après balle. Chaque année en avril, on va faire une émission là, comme ça. Avec les estomacs noués, avec des têtes dépitées. Oh, franchement, genre, c'est pas possible. Chaque saison, la même période. C'est un truc de fou depuis 3 ans. Et encore 3 ans sous l'air soi-disant Ineos qui a passé un cap. Mais c'est une folie. C'est chaque année, à la même période, il y a les mêmes émissions, on peut dire les mêmes choses, on change juste les noms des joueurs, le nom du directeur sportif, et on repart sur ça, sur ce délire. C'est un truc de fou. Moi, je suis désolé, mais. Enfin, Alors, bref. effectivement, on est dans le sprint final. On sortait de cette victoire à Lens. C'est là que tout joue sur la saison finalement. Et je te rejoins Anto sur le fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Le gym était encore mieux classé, avait un matelas confortable. On n'a pas l'impression que les joueurs qui étaient sur la pelouse hier après-midi, eh bien, ce soit une équipe classée 5e qui a la possibilité de jouer au mieux la LDC et au pire, en étant 5e, l'Europa League. Enfin, une équipe qui peut jouer l'Europe. On n'a pas ce sentiment-là. Donc, bon, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Mais il y a... Ouais, Il y a vas-y un truc Anto. que je voudrais revenir sur les pénaltys notamment. Bon, Mendy, c'est une erreur. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que c'est souvent une erreur qu'il fait Mendy. Et j'espère qu'il va enfin apprendre de ça parce que je pense que c'est récurrent et malgré le faible temps de jeu qu'il a, on le voit souvent en coupe ou quoi que ce soit. Mais c'est pas très grave en vrai, c'est pas le plus grave là-dedans. Anto, Ouais, attends, dis-moi. je me permets. Est-ce que on peut faire une rétrospective un peu de la gestion des jeunes joueurs de Farioli sur la saison? Non, Je mais veux ça, dire, c'est pas un souci. au bout d'un moment, Mais j'en ai euh, sur même pas rigueur, c'est juste que Mendy j'aimerais bien travailler là-dessus. ne joue plus pendant 6 mois. Il joue contre Auxerre, il joue contre Lens. On se dit, intéressant Mendy. Puis là, pof, il est de retour dans le groupe, il joue un peu plus souvent. Il rentre à la 60e, alors que t'es mené, tu fais rentrer un défenseur supplémentaire. Alors je suis pas en train de dire que comme t'es à 3 derrière, t'es plus défensif, mais c'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Euh, Enfin, ouais. moi, je trouve que on peut effectivement lui imputer ça, mais la gestion, le message que t'envoies, mec, on te met au placard pendant plusieurs mois, là tu joues et tu fais une erreur. Ben en fait, excuse, Non, t'as mais 19 ans quoi, enfin. en fait, j'en tiens pas rigueur de son erreur. C'est juste que c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois chez lui, tu vois. Et j'espère qu'il va s'en rendre compte et qu'il va travailler là-dessus. Mais c'est pas très grave en vrai. Et deuxième chose, il y a un truc qui m'a fait rire quand même. Peut-être c'est une fraude à 30 millions ou quoi que ce soit. Mais le premier ballon que je vois en profondeur qui est donné dans le dos de la défense, bah c'est Terem Moffi qui le fait. Et ça me fait quand même vachement rire. C'est pas pour défendre Terem Moffi, son match il est honteux comme beaucoup dans l'équipe.
Mais en vrai, c'est quand même vachement drôle que le seul mec qui mette un ballon en profondeur, c'est Terem Moffi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Van Guessant va bien la chercher aussi, bien Non, joué à toi. mais je suis d'accord, mais à un moment donné, Si. c'est l'appel aussi qui déclenche la passe, Anto. Non, Je suis désolé, il fait combien arrêtez. d'appels par match, le mec? Non, mais arrête, Terem Anto, arrête. Moffi, arrête, On arrête, peut arrête, arrête, pas. arrête. Non, 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 stop, stop, faut stop. arrêter. Vous Non, êtes, là, faut non. arrêter. Mais Faut c'est vous, arrêter sur ce joueur. arrêtez-vous. Ah non, franchement, là, faut arrêter, Je- Anto. Vraiment, je sais Vous pas vous ce qui rendez vous a fait, compte ce quand même mec, mais que faut arrêter. hier, mais arrêtez. Mais Non, c'est une Jérémy folie, là. Boga, C'est une folie. Jérémy Boga, vous vous rendez compte qu'il y a personne qui parle sur lui. C'est toujours Terem Moffi, mais Jérémy Boga, c'est une honte aussi. Non, Il y a t'as plein de joueurs, raison, c'est des hontes. t'as Bah raison, arrêtez de toujours taper sur Moffi. t'as Moffi, raison, Moffi. Alors tu t'as pourras raison. demander à Loura, si tu veux, tu Mais- lui envoies un DM. Le match qu'on fait, c'est quoi? C'était Montpellier juste avant à domicile. On l'a regardé, on Oui, était ensemble, on a regardé le match ensemble au stade. Je disais, il fait 50 appels, il est jamais servi. Mais je m'en fous, il est nul quand même, c'est pas une question. Mais en tout cas, le seul ballon qui est en profondeur, c'est lui qui le donne. Et c'est quand même hyper drôle que ça soit le mec qui ne sait rien faire de ses pieds et qui juste est capable de partir dans le dos, que ce soit lui qui donne le ballon quand il y a une balle en profondeur. Moi, ça me fait rire, tu vois. C'est Non, mais symptomatique de dans l'intention, t'as raison, mais C'est à un moment honteux. donné. Oui, C'est mais honteux, après ça, effectivement, c'est une réalité. C'est que il y a un besoin et un manque, surtout au milieu de terrain, d'un joueur ou du moins un style qui te permettent normalement de pouvoir casser ces lignes-là. Aujourd'hui, Non, mais qui c'est qui est capable de distiller un bon ballon dans la profondeur bah, pour Mofi? en vrai, ils le sont tous capables, c'est ça le pire. C'est que on va pas me dire que Jérémy Boga n'est pas capable, que Mohamed Ali Chaud n'est pas capable, c'est juste qu'on ne le fait pas. C'est un truc de fou, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans notre jeu. Même quand des mecs qui jouent on contre nous, c'est quand même honteux, quoi. On est complètement con. Alors, je sais pas si c'est des. Pardon, excusez-moi du terme. Mais je sais pas si c'est des consignes du coach, mais si c'est des consignes du coach, là, c'est vraiment pour sa gueule. Mais sinon, je comprends pas les joueurs qui n'utilisent pas ça. C'est pareil, tu vois, on utilise très peu la profondeur et je ne comprends pas pourquoi. Jérémy Boga, Mohamed Ali Chaud, J'ai ils ne une partent question, pas. Anto. Ils Anto, prennent le j'ai une ballon dans les question. pieds. J'ai une Mm. question. Pourquoi on arrive à la trouver la profondeur quand c'est Van Guessant qui joue devant? Pourquoi on la trouve plus? C'est quoi? Bah, C'est Van mais Guessant, on on le l'a voit trouvé plus une sur le fois. terrain, il joue en fluo. Non, non, mais hormis le Il est match, meilleur, dans il la est meilleur, il n'y saison. a pas de souci. Non, mais dans Dans la les pieds, saison, il est pourquoi on meilleur. trouve plus Evan Guessant disponible, que ce soit dans les pieds ou dans la profondeur, que Terem Moffi? Pourquoi? Bah, peut-être. C'est factuel, ça. Mais Non, mais pourquoi, Anto? ça, il n'y a pas de Tu vois? souci. Non, mais ça, Mais il n'y a pas de souci. explique-moi, je veux une explication, c'est tout. Pourquoi nous on le trouve Peut-être. et l'autre on le trouve pas? Je comprends Bah, pas. non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je Parce- dis juste que si on commence à envoyer des ballons à Mofi, peut-être qu'on le verra un peu plus. Mais C'est tout. il les reçoit, Guessant. Pourquoi Moffi ne les reçoit pas? Explique-moi. Ben, je Il y a une sais pas. explication, Moi non peut-être, plus. Anto. Moi non plus. Moi non plus, je me pose la Quand, question. C'est pour quand, ça que je te quand, dis que c'est là, je quand comprends tu le pas. vois hier, si on sort même de son utilisation avec ballon, quand tu le vois hier dès la première seconde, parce que c'est le numéro 9 qui lance le pressing, il n'y a pas que lui. Hein. Quand tu as tes milieux à 10 mètres, 15 mètres, je suis d'accord. Là, c'est parce qu'on fait la parenthèse sur lui, mais il y en a d'autres. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais hier, est-ce que tu l'as vu une fois faire un pressing à haute intensité? Tu sais, moi, il y a une action qui m'a marqué. Tu sais, quand Ali Chaud, il va presser au niveau de l'heure de jeu où il glisse sans faire exprès au niveau du gardien, lui, il fait une course de 15 mètres pour aller presser sur la fond. L'autre, il est à 2 mètres, il le regarde. C'est 30 millions, ça? C'est 250 000 euros par mois? C'est quoi, ça? Il est pas à Lorient, là. Hein. Le mec, faut qu'il bouge à un moment donné. Faut qu'il se bouge le cul. Hein. Ouais, je suis Moi, je d'accord. veux bien. Je comprends. Il n'y a pas que lui, encore une fois. Oui, Mais c'est une effectivement, attitude. effectivement, Il il y y C'est une a a, attitude, Anto. qui ont pété hier. mais globalement, les C'est gars, un statut. globalement, aujourd'hui, en fait, Hugo, je vais te poser une question. Et les gars, vous allez pouvoir y répondre. Aujourd'hui, 1er avril 2024, qui sont les joueurs intouchables? Mais j'aurais même de développer la question sur tout. Le staff, le board. Aujourd'hui, qui est indiscutable? C'est-à-dire des gens qui, nous, en tant que suiveurs, nous paraissent fiables. Je veux dire, dans ton 11, tu gardes qui déjà? Tu gardes qui? Qui, cette année, t'a fait une saison régulière, constante et performante? Hugo. Bah, je vais pas inventer l'eau chaude, hein, c'est les noms que tout le monde connaît, c'est-à-dire Marcin Bulka et Melvin Barr. Quoi. En termes de régularité cette saison, de fiabilité à leur poste, d'apport dans le jeu et dans l'état d'esprit, c'est les deux seuls qui cochent toutes les cases. Après, évidemment, à la marge, on peut aller gratter Van Guessant, qui a la bonne attitude souvent, qui apporte souvent en comparaison avec ce que fait Terem Moffi, mais lui, il est moins fiable devant le but, justement. Donc, lui, c'est dans l'état d'esprit, c'est rien à dire, mais c'est plus dans son apport face à la cage de numéro 9 qui est un peu problématique. Après, c'est toujours ce qu'on répète, Jérémy Boga, un match sur 5, mais le match sur 5 qu'il te fait, bah, il est monstrueux, donc tu as envie de continuer à y croire, plutôt que tu as déboursé une grosse somme, donc tu es obligé de lui donner de la continuité. Mohamed Ali Chaud, c'est récent, mais ce qu'on voit, c'est plutôt très prometteur. Donc voilà, comme tu l'as dit, il y a peu de certitudes et même, je dirais même à l'inverse, les certitudes que tu avais fin de saison dernière, début de saison,
elles sont en train de complètement voler en éclats. Je pense à hier, moi, les matchs qui m'ont marqué, c'est Todibo et Boudaoui. Boudaoui passe toujours entre les gouttes, mais son match hier dans l'investissement, c'est très très compliqué, quoi. Il est toujours d'une suffisance incroyable. Et je pense notamment à une des rares actions on a en première mi-temps où Shaw le lance sur le côté droit à côté de la surface. Il a 3 solutions dans la surface et il fait son centre retrait complètement au milieu de la défense. Donc voilà, c'est ça moi qui m'inquiète encore plus, c'est plus le fait que les certitudes qu'on avait, les rares certitudes qu'on avait, en fait, on les perd de semaine en semaine, un joueur après l'autre. Et au final, il te reste plus que Boulka et Bar. En fait, le problème, c'était pour répondre un peu au débat que vous aviez, Flo et Anto, sur Mofi Guessant. C'est qu'aujourd'hui, on peut être d'accord, c'est que il n'y a aucun joueur, ou du moins très peu de joueurs, qui ont un statut, qui ont un statut, non, il y en a plusieurs, mais qui ont une légitimité dans la performance. Moi, c'est pas possible que des joueurs qui sont là depuis plusieurs années, là tu vas parler de Hichem Boudaoui et de JC Todibo, on va y venir, mais c'est des cadres, que tu le veuilles ou non, c'est des joueurs qui sont là depuis plusieurs années. Boudaoui, moi c'est un joueur que j'apprécie, même avant sa blessure cette saison, je le trouvais très très bon. Depuis qu'il est revenu de la CAN, c'est catastrophique. Il n'y a pas un bon match de Hichem Boudaoui. Donc au bout d'un moment, moi je suis obligé de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Parce que cette saison, comme tu l'as dit Flo, on l'a déjà vécu. L'année dernière, on l'a vécu. Il y a 2 ans, on l'a vécu. Au bout d'un moment, basta. Il y en a ras le cul de s'accrocher à des joueurs qui n'ont pas d'amour propre, encore moins d'amour du maillot, voilà, qui ne respectent pas aussi les supporters, parce qu'on peut parler de l'affluence hier. On peut parler de l'affluence, très bien. Mais quand tu bouffes de la merde depuis plusieurs années, on ne peut pas me parler d'affluence. Les supporters et la pop hier, honnêtement, respect. Respect hier. Parce que franchement, ils ont eu le mérite d'encourager. Voilà. Donc, moi, la question que je me pose, c'est que déjà, je ne comprends pas pourquoi on a ce débat-là. Tu as 7 matchs alors que tu peux jouer l'Europe. On ne doit même pas poser ce genre de questions d'attitude, de légitimité, tout ça. C'est ça qui est fou, en fait. Tu peux mathématiquement jouer l'Europe en fin de saison. Et là, on est en train de dire, ouais, les cadres, Todibo, Boudaoui, machin, ouais, les petites starlettes et tout. Putain, les mecs, quoi. Oh, mais c'est un truc de fou. Moi, ça me fout droit. Donc, on va prendre des choses étape par étape. Boulka, la sortie, elle a fait beaucoup parler, notamment relayée par France Bleu Azur. Vous l'avez sans doute vu. Il fait son petit débrief de la rencontre et il parle de certaines attitudes. Je ne sais plus exactement comment il tourne la phrase, mais qu'en gros, on avait certaines attitudes qui n'avaient pas envie. En gros, il parle d'envie, hein, c'est le terme, qui n'avaient pas envie. Boulka, je pense qu'on a énormément de respect pour le bonhomme. C'est un joueur qui a été performant cette saison, qui a été mis à la cave pendant un certain temps chez nous, qui a cette connexion avec les supporters qu'on apprécie énormément à Nice. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie ? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est une bonne chose, ce type de déclaration ? Parce que les deux peuvent s'entendre. Et qu'est-ce qu'on fait après ? En fait, concrètement. Qui veut se lancer ? Pas tous à la fois, les gars. Vas-y, je vais y aller. Alors déjà, Rosario, on peut aussi le sauver, je pense, pour l'année prochaine. Au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Donc ça, voilà. Et sinon, la sortie de Bulka, enfin quelqu'un qui a des cojones et qui parle correctement, parce qu'au bout d'un moment, les années d'autocritique et dont on va travailler même à la 37e journée, j'en ai un peu plein la tête, pour rester poli. Et donc on a enfin quelqu'un qui parle. On avait Melvin Barr qui avait fait une sortie aussi un petit peu dure. On avait Mario Lemina l'année dernière. On avait Evan Guessant en partant en prêt à Nantes, qui avait dit des choses qui se passaient sur le vestiaire et sur le terrain. Donc ça commence à faire beaucoup. Et là, on a enfin Marcin Bulka qui est en train de s'imposer comme un leader. Et surtout, lui sait qu'il a la cote et qu'il a la légitimité de parler dans la presse, donc c'est très bon. Alors peut-être qu'il jouera pas extra Maxime Dupé parce que le club va le mettre à pied, on sait pas,
peut-être ça peut arriver dans notre club d'avoir enfin un mec qui parle, mais en tout cas c'est quelque chose de bien parce que enfin ça explose et enfin on va peut-être avoir cette purge dans au moins les joueurs déjà pour commencer parce que c'est ce qu'on voit qui dure depuis des années. On va aussi parler d'un mec qui est là depuis maintenant 6 ou 7 ans ou je sais pas trop quoi, qui a le brassard depuis au moins 5. Monsieur Dante qui incarne cette loose à Nice, qui incarne cet état d'esprit et t'as un groupe qui suit Hicham Boudaoui. Je pense pas que ça soit un leader du tout. Je pense pas que c'est un mec qui a un cerveau assez développé pour être un leader. Mais en tout cas, bah, il est rentré dans le moule de certains et tu vois que ce groupe est en train de plomber Nice et que tu as des joueurs qui se détachent. Un joueur que j'ai pu critiquer, c'est Morgan Sanson. Je suis pas fan de la saison de Morgan Sanson, mais en tout cas, lui, il a l'air de pas être content de ce qui se passe depuis le début de la saison. Alors peut-être que c'était un indicatif. C'était Matt qui me l'avait fait remarquer et en vrai, il a raison. Je suis d'accord avec lui. Donc peut-être que lui aussi veut que les choses changent et on va avoir besoin de ça. Et peut-être que c'est la meilleure chose, c'est qu'on s'effondre vraiment et qu'on reparte sur des bases solides et pas sur ce qu'on a gangréné depuis l'époque Fournier-River. Hugo, en fait, on est au même point chaque saison. On arrive toujours avant l'été en se disant vite le mercato hivernal, vite des départs, vite des arrivées, faut repartir à zéro. C'est la troisième fois qu'on se dit ça. Vraiment la troisième fois qu'on se dit ça. Est-ce que pour toi, vraiment, il y a une lessive qui doit être faite globale au niveau de l'effectif? Enfin, ça vient d'où, en fait, concrètement, cette culture de la loose? Parce que, disons les termes, hein, on ne sait pas exactement à quel classement on terminera. Euh, voilà, si on regarde le football, on ne doit pas être européen. Si on regarde le classement, pour l'instant, on l'est encore. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, déjà sur l'effectif, je pense que c'est une impression qu'on change chaque été, mais l'été dernier, par exemple, on n'avait pas tant changé que ça. Et moi, je pense que même si on avait fait une bonne fin de saison, on aurait quand même dû changer beaucoup de choses cet été, parce que clairement, on est en fin de cycle. Là, on a fait un cycle de 3-4 ans avec un peu la même ossature d'équipe, même si entre-temps, il y a eu l'été avec des vrais sports où tu as eu tous les Schmeichel, tout ça qui sont arrivés. Mais sinon, la structure, la base de l'effectif, c'est la même depuis 3-4 ans. Dans tous les cas, on aurait dû la changer cet été. Et là, il y a vraiment urgence de la changer. Parce que déjà, certains joueurs ne progressent plus. Et d'autres sont même en régression totale et n'apportent plus ce qu'il faut au club. Donc, dans tous les cas, il aurait fallu faire ça. Et sur la culture de la loose, bah, j'ai pas la réponse, sinon je la dirais pas ici. Mais moi, ce qui me marque particulièrement, c'est le rapport qu'on a, le club à Nantes. Parce que comme j'ai dit, on a la même ossature d'équipe depuis des années. Et hier, il y a 6 joueurs, 6 titulaires qui étaient là en 2022 sur la finale de la Coupe de France. Et depuis la finale de Coupe de France, on a gagné 0 match contre Nantes sur 5 confrontations, je crois. Donc moi, ça me choque, parce que moi, personnellement, je pense que c'est peut-être pareil pour vous. Moi, je suis traumatisé par Nantes. Là, je vois Comboiré hier, je suis pas bien. Ça fait 2 semaines que j'étais en stress dans mon lit, en train de le voir avec sa casquette et ses sifflets, là. Donc, et les joueurs, je pense qu'ils sont pas autant traumatisés que nous par Nantes, parce que sinon, mais dès l'année dernière, ils auraient dû gagner les 2 confrontations. Et là, en fait, c'est de pire en pire, parce que l'année dernière, je crois qu'on chope 2 nuls miraculeux. Cette année, on perd les 2 matchs. Donc ça illustre bien cette culture-là. Et le fait que normalement, les joueurs, ils devraient avoir la haine de cet adversaire, la haine de cette équipe. Et c'est pas le cas. Donc ça illustre bien, je trouve, le problème qu'on a, état d'esprit et club. Ouais, Flo, problème d'état d'esprit, manque de culture de la gagne. C'est assez juste ce que dit Hugo par rapport au fait que si tu as vécu un traumatisme sportif, normalement, en tant que compétiteur, t'as qu'une seule envie, c'est de remettre quelque peu les pendules à l'heure. On va pas récupérer cette Coupe de France 2022, mais histoire de dire, bon, ben maintenant, à chaque fois qu'on va jouer Nantes, quelque part, du moins sur les semaines ou les années qui suivent, on va leur montrer que c'était un accident de parcours, ce match-là. Euh, Chose qui ne se passe pas du tout, finalement. Donc, il n'y a pas réellement de questions, mais plus voilà, ton ressenti par rapport à cette discussion-là, la responsabilité des joueurs, le climat autour du club. Est-ce que tout simplement ce noyau de joueurs qui est là depuis plusieurs années n'a pas tout simplement pris ses aises dans cette zone de confort? Et est-ce que la solution, c'est tout simplement, comme l'a dit Anto, une purge, voilà, familièrement, l'été prochain? Non, non, mais de toute façon, il y a un constat qui est assez simple et je suis d'accord avec Anto Hugo, c'est sur le fait qu'il y ait des cadres, surtout l'ossature, qui a connu et
le fait qu'on soit deuxième à la mi-saison avec Galtier, qu'on avait 12 points d'avance sur tout le monde, qu'on finit cinquième miraculeusement, et qu'on perd la finale de la Coupe de France, et l'élimination contre Bâle. Donc en fait, c'est une ossature qui... Excusez-moi, mais tout à l'heure, je vous le disais en off, mais pour moi, c'est un peu le comparatif avec le PSG et ses vieux démons en Ligue des Champions, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des mecs qui sont là, et qui représentent l'échec depuis 3 ans, et qui sont là depuis 3-4 ans, on peut les citer. Hein. Il y a Dante, il y a Thuram, il y a Todibo, il y a Boudaoui. Voilà, c'est des mecs. Bah, on va aussi citer Melvin Barr, même si bon, cette année, il fait sa saison, hein, mais c'est pour dire l'ossature qu'on a, c'est une ossature qui a connu tous ses échecs, année après année, parce qu'il n'y a pas eu une saison de répit, et qui cette année nous fait encore une nouvelle désillusion, parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait qu'à la base, on n'a pas du tout l'effectif pour faire la première moitié de saison qu'on fait, mais on n'a pas l'effectif pour s'écrouler après 12-15 points d'avance sur le 5 ou 6e de Ligue 1 à la mi-saison, sans Coupe d'Europe, en jouant une fois par semaine. Et ces mecs-là, ils ambitionnent de jouer en sélection nationale. Ces mecs-là, ils ambitionnent de jouer dans des grands clubs. Ces mecs-là, ils ambitionnent de rejoindre la première ligue. Mais Todibo, avec le comportement d'hier, son investissement, le comportement qu'il a eu envers les supporters, les ultras contre Montpellier, mais surtout qu'ils ne rejoignent pas de grands clubs, hein, le garçon. Hein. Parce que Nice, avec tout le respect que j'ai pour mon club et que j'aime, hein, c'est une petite institution à l'échelle du football européen. Hein. S'il fait le quart de ce qu'il fait ailleurs, mais il se fait couper la tête. Hein. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu soulignes ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le classement va impacter son prix, etc., et ses performances, machin. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est surtout cette mentalité-là, et ce qui s'est passé... Mais il a la réputation, Todibo. Il a eu à Beau Barça, il a eu à Schalke. Je veux dire, c'est sa réputation. Alors après, moi, je cracherai jamais sur le garçon sportivement. Et même il a porté pendant 2 ans au club. Enfin, il n'y a pas à parler là-dessus. Mais son comportement après le match... Moi, j'y étais. Hein. J'étais en tribune ultra, j'ai fait le tour. Parce que je me suis dit, franchement, après Montpellier, normalement, moi, je suis en G2, pour ceux qui connaissent le stade. Moi, à un moment donné, je me suis dit, franchement, contre Montpellier, là, ils nous prennent pour des cons. Genre, Clermont-Montpellier, 2 fois d'affilée, 2 matchs comme ça, là, c'est pas possible. Donc, j'ai fait le tour, je suis allé en Brigade Sud. Les joueurs sont arrivés. Et franchement, il n'y avait aucune raison de péter un câble. Aucune. Et pourtant, je sais que quand la pop est en tort, je suis l'un des premiers à taper dessus. Et tout le monde sait que je ne suis pas tendre avec nos ultras. Mais franchement, cette année, et même l'année dernière, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Parce que si c'est dans n'importe quel autre club de France qui ambitionne le top 5 ou top 6 en fin de saison, que ce soit Lyon. À Lyon, les mecs se sont fait rincer par les capots devant Amazon en prime time. Ils se sont pris une leçon comme des gamins de 12 ans. Ils étaient tous alignés. Il n'y en a pas un qui a bronché. À Marseille, pareil. À Monaco, il y a eu les banderoles, tout ce qui va avec. Tous les clubs, depuis le début de saison, à Rennes, il y a eu pareil, une discussion avec le capot. Il n'y a que chez nous, quand on les appelle pour venir discuter, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous a pas plu, c'est l'attitude. On ne parle même pas de sportif, on n'est pas entraîneur, on n'est pas en mesure, on n'a pas les diplômes pour juger le sportif. En tout cas, vis-à-vis d'eux, on n'est pas légitime. Mais juste l'attitude, parce qu'on est supporter, on leur demande juste de passer sous un fil et de venir discuter. Et ça fait le nerveux à vouloir se taper avec toute la tribune. Mais c'est quoi ça? C'est quelle attitude ça? Parce que ça, moi, je trouve qu'on a trop vite passé, tranquillement parce que monsieur après est sorti. Mais c'est le statut et le fait que Todibo, je pense qu'à Nice, il s'est permis ça parce qu'il peut pas se le permettre ailleurs. Ouais. Demain, il signe à United. Est-ce qu'il se permettrait de faire ça à United? Mais à United, avec une attitude comme ça, je la vois toute l'année. La première ligue, il n'est même pas dans le groupe des 20 avec une attitude comme ça. Ça n'existe pas, ça, en première ligue. Des joueurs comme ça, ça n'existe pas. Et moi, je vais te dire quelque chose, Pancho, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est tout l'environnement. C'est-à-dire, quand Todibo rentre au vestiaire, tu sais qui passe sous le filet pour parler au capot? C'est Boulka et Barr. Tu parlais du statut. C'est un mec qui, avec tout le respect que j'ai pour Melvin Barr, et j'adore sa saison, c'est un mec qui passe à côté de 2 saisons et demie, 2 saisons, il passe à côté complètement. Donc, il y a un statut, on va dire, de titulaire qui était discutable en début de saison, d'accord, avec un jeune qui a 22 ans et qui a sa première saison en pro. C'est les deux qui passent sous le filet pour venir parler aux supporters. Ni Dante, ni Thuram, ni Todibo pour le déplacement. Après Montpellier, tu parles? Ouais. Non, il y a un mec aussi, et ça c'est aussi fou, et c'est pour te rajouter, c'est complètement d'accord avec toi, c'est Claude Maurice.
Claude Ah Maurice, oui, ce et mec Claude fait Maurice, chute tout à fait. depuis qu'il est arrivé. Tout à fait. Bon, à raison, à tort, on s'en fout. Mais en tout cas, il est Tout à venu fait. parler lui aussi. Oh, c'est les C'est trois ça. qui passent sous le filet, les gars. C'est ni Dante, ni Thuram, ni Todibo. Et je suis désolé, Anto, quand il dit que Dante incarne la loose, mais il a 100% raison. Franchement, il y en a ras-le-bol de l'autocritique, hein, mon gars. Quand on te demande de venir parler aux ultras, mais pas sous le filet, viens parler. Viens parler, arrête de lâcher tes beaux sourires Colgate là à Amazon. Viens parler, sois un homme. Arrête de sourire à chaque fois. Putain, j'en ai ras-le-bol de voir des sourires en conférence de presse, moi. Avec son petit sourire en coin, je sais très bien qu'il incarne la joie de vivre, qu'il est très solaire, c'est sympa pour les journalistes, c'est super. Mais quand tu es supporter, que tu prends rouste après rouste, que ça fait 11 matchs que tu n'en gagnes plus un, enlève-moi ce sourire, s'il te plaît, mon grand. Enlève-moi ce sourire. Tape dans la fourmilière. Voilà. La sortie de Boulka, c'est celle qu'on attend d'un capitaine, en fait. Voilà, c'est tout. Mais Boulka, s'il fait la sortie, c'est aussi parce que plus haut, il n'y a personne qui ouvre sa bouche. Il n'y a pas que dans le vestiaire, il y a aussi. Ah, C'est parce qu'aussi, personne ouvre sa bouche. Parce que si tu un direct. Flo, il a mis beaucoup d'énergie là. C'est Hugo qui l'a fait bugger. Ouais, c'est ça. doucement le modo, doucement. Non mais Flo, t'as dit quand même quelque chose, c'est que Boulka déjà, moi je te rejoins complètement sur le fait que je pense que cette sortie-là, bon, elle était nécessaire. Va-t-elle réellement changer les choses? Je ne pense pas. Parce que tu as d'un côté Farioli et de l'autre Dante qui ont contré un peu la sortie de Boulka en disant que voilà, c'était un travail aussi collectif, etc., etc., et c'était de la crispation, machin, enfin bref. Toujours le même baratin, je suis désolé, mais en vrai, tu peux copier-coller je ne sais combien de déclarations de Dante après une défaite depuis qu'il est là. C'est terrible. Mais tu poses quand même une question. Parce qu'aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est que mon club, qui est 5e, est nul depuis 2024. Nul. On voit pas de jeu, les résultats très compliqués, mais qui est malgré tout 5e. Il reste 7 matchs. Bon, il y a eu la communication pour l'Europe, on a vu ce qui s'est passé après. Mais qui, aujourd'hui, va venir rassurer, va venir écouter les joueurs, va venir remuer tout le monde, va venir faire un peu le gilet pare-balles entre guillemets devant la presse, qui dans ce club incarne le club et l'institution? Qui? Vraiment, si vous avez la réponse, je suis preneur, parce que moi je ne sais pas. Est-ce que c'est normal que ton gardien de 22 ans, qui est sur sa première saison de pro en Ligue 1, fasse ça? Beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, mais est-ce que c'est normal? J'ai juste une anecdote, après je laisse la parole. C'est parce que ça s'est passé justement après le match contre Nantes. Donc c'est un journaliste qui me l'a dit d'un grand média, je ne citerai pas le nom. Mais quand Nantes est arrivé en zone mixte, il y avait encore les micros ouverts, donc ils ne se sont pas servis de l'enregistrement et on a eu de la chance. Mais Dante est arrivé en disant clairement aux journalistes que ça le gavait que le directeur sportif ne prenne pas la parole ce soir. Voilà. Que le directeur sportif n'avait pas pris la parole. Donc lui, je ne sais pas pourquoi il vient râler parce qu'il doit la prendre aussi, mais voilà, pour vous dire, donc quand je parle de patron, même le capitaine se demande pourquoi le directeur sportif n'a pas parlé. Voilà. Ouais, après, on a l'habitude de Dante qui sauve son image. Parce que tu vois, il y a 2 semaines, il tape sur Farioli, là, il tape sur les joueurs. Tu vois, il tape sur tout le monde. Et lui, il veut que sauver sa gueule. Donc, franchement, honnêtement, Dante. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que Dante, c'est l'un des joueurs qui intègre le moins les jeunes dans l'effectif. Hein. Les jeunes, il en a de l'eczéma des jeunes. Hein. Donc, Dante, c'est tout sourire, toutbidon.com. Hein. Moi, je vous le dis aussi. Voilà, maintenant, je vous laisse la parole. Et non, bah après, en vrai, la question, elle est intéressante, tu vois. Qui incarne l'institution dans ce club? Le problème, c'est que c'est les joueurs. Mais c'est un problème qu'on a depuis longtemps, tu vois. Ça a été mis en place avant et maintenant, bah, il y a Flo, donc c'est bien parce que lui va pouvoir en parler de ce parallèle avec Arsenal. Mais quand Arteta arrive, c'est catastrophique à Arsenal. Il fait une très mauvaise première saison où ils finissent pas européens. Pour Arsenal, c'est une catastrophe. Et du coup, il y a beaucoup de mecs qui sont partis, ils ont remis un peu des basses scènes et ils sont repartis sur du neuf avec la philosophie d'Arteta. Donc, est-ce que nous, on n'a pas aussi intérêt à se casser la gueule? Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas redescendu en Ligue 2 pour faire ça, je pense. En tout cas, j'espère, parce que sinon, c'est vraiment une catastrophe. Mais qu'on se casse la gueule pour pouvoir
tout recliner et tout repartir sur des bases saines avec Gisolfi, peu importe, hein, ils seront là. Donc peut-être que eux ils ont envie de faire des choses bien, mais que le reste, l'atmosphère qui est là depuis quelques années, elle est encore gangrénée et qu'il faut vraiment tout virer, quoi. Bah, quand tu dis tout virer, Anto, enfin. Ça part des joueurs qui sont là depuis longtemps, des cadres qui ont cette aura dans le vestiaire. De toute façon, moi personnellement, je sais pas vous, mais moi quand je regarde le groupe depuis quelques semaines, que ça soit quand ils viennent saluer, etc., j'ai l'impression qu'il y a deux groupes qui sont en train de se séparer et que tu as Bard Bulka d'un côté, notamment avec d'autres, et que tu as ceux qu'on critique tous en ce moment. Alors attention aussi, calmez-vous sur les propos qu'on a aussi par rapport aux joueurs. Il y a des choses qu'on voit, mais ce qu'on voit pas et qui est rapporté par les journalistes et tout ça, calmos, parce qu'on ne sait pas, voilà, il faut aussi rester tranquille. Il y a des humains derrière malgré tout. Mais et puis il y a sans doute aussi des gens dans le staff qui sont là depuis longtemps et qui n'ont rien à faire là et qui ont été pris parce que c'est des copains et qui doivent partir aussi. C'est peut-être plus gros et c'est sans doute plus gros parce qu'on sait que c'est une méthode qui a marché pour Fournier et pour River, donc voilà. Après, si les joueurs ils ont l'attitude sur le terrain, moi je suis d'accord, hein, les journalistes, il y a des hommes de ça derrière. Mais s'il y a un minimum d'attitude montrée sur le terrain, il n'y a pas tout ce débat qu'on est en train de faire derrière. Voilà. C'est juste Bien ça, sûr, on bien peut sûr. voir. Je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi, il y a des hommes derrière tout ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas le journaliste qui fait rire la brochette des 3 idiots en tribune alors que t'es mené 1-0, quoi. Non, mais ça je On suis parle d'accord. d'attitude. Ça, je suis C'est d'accord, tout. mais on connaît aussi les journalistes qui sont capables de sortir des infos qui sont totalement fausses parce que en ce moment, parce que rien n'est sorti sur Nice et d'un coup, Bulka a parlé, tout le monde a sorti quelque chose, donc tranquille quand même. Tu vois, Oui, mais malgré tout. parce que l'odeur du sang ramène des gens. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? exactement. Mais c'est pour ça. Le symbole, je pense, dans notre championnat, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose en lien avec Mbappé, on en fait ça fait les titres des journaux pendant une semaine et ça nous gave. Hugo, on parle de l'institution. Est-ce que on a une république de joueurs? C'est un terme qu'on voit souvent dans la communauté du gym. Est-ce que c'est une république des joueurs qui font un peu la pluie et le beau temps de l'OGC Nice? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qu'on ne mentionne pas assez, mais c'est l'année dernière, en fait. Alors, pas le même contexte, on est d'accord, pas le même recrutement, nanana, ok, d'accord. Seulement, tu fais quand même partir un entraîneur qui a une certaine légitimité à l'échelle de l'Europe, etc., qui a fait les beaux jours du club. Tu fais voilà, ton petit caca nerveux quelque part pour y intégrer Digard, qui était adjoint à l'époque. Et puis, paf, là, des joueurs qui courent, des joueurs qui commencent à mieux jouer, alors que le dispositif était exactement le même, c'était un 4-3-3. Et en fait, c'est très terre à terre. Et on n'est pas dans le secret des dieux ici. Mais franchement, ça dure depuis quand même longtemps. C'est la responsabilité des joueurs, mais aussi la responsabilité finalement des dirigeants, de l'actionnaire. Enfin, tu te situes où par rapport à ça? Tu es manager général, tu es directeur sportif, tu es le numéro 1 de l'OGC Nice, Hugo. Quelle est ta première décision? Ouais. Belle question, ça. Il y en a pas mal. Partir en vacances loin du club? Non, ouais, tu n'as pas le choix. ouais. Non, mais ouais, c'est République des joueurs. Après, j'ai pas envie d'être dans la caricature en mode les joueurs, ils nous sabordent, ils rentrent sur le terrain, ils veulent perdre, ils veulent être ridicules pour leur carrière, tout ça. J'ai pas envie de tomber dans la caricature inverse. Mais je pense que, ouais, comme on l'a plus ou moins dit en filigrane, c'est pas qu'il y ait une réplique du joueur, mais c'est qu'ils sont trop dans un confort. C'est qu'en gros, avec les changements de direction, de coach tous les ans, enfin, c'est difficile. Il y a une zone de pouvoir latente dans le club qui était occupée par Fournier, qui, je trouve, on avait limite trop avant, parce qu'il faisait tout. Et là, qui, du coup, depuis un an, est un peu laissé vite, parce que Ghisolfi, il est arrivé finalement il y a un peu plus d'un an, ouais, 1 an et demi bientôt. Et lui, c'est aussi comme Faruli, c'est un jeune directeur sportif dans le sens où à Lens, ça a tout de suite bien marché ce qu'il a mis en place. Il n'a jamais eu de grosses crises institutionnelles à gérer comme celle qu'il a eues en ce moment. Donc je pense que lui aussi, je pense qu'il devrait, comme vous l'avez dit, taper un peu plus du poing sur la table. Mais lui aussi, le type apprend aussi un peu. Il n'a jamais été dans un environnement comme ça. Donc je pense qu'il ne fallait pas aussi s'attendre que comme un Fournier qui était plus expérimenté, il tape du poing sur la table tout de suite. Maintenant, s'il ne le fait pas dans les mois qui arrivent, ça commencera à me poser un peu plus de problème de ce point de vue-là.
Ouais, mais là, en fait, tu vois, je suis persuadé que la communication, ça va être, il reste 7 matchs, c'est le finish de la saison, etc., etc. Comme si on attendait limite que la sentence tombe pour que, certaines choses sortent. Est-ce que, justement, ouais, il n'y aurait pas intérêt à ce que Ghisolfi ou une autre personne prenne la parole? On a vu que notre ami Louraï a remis une capsule vidéo de Jean-Pierre River qui datait d'il y a quelques années, où clairement il disait face caméra que c'était inadmissible que vivement que la saison se termine. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi un problème de communication? Lorsqu'on voit que voilà, on ne veut pas faire trop de remue-ménage, faut pas voilà, on met tout sur le tapis. La technique voilà, de mettre tout sous le tapis d'Ineos aussi, je trouve elle a quelque part sa limite, quoi. Avec toutes les casseroles qu'on a au cul depuis l'arrivée de ces investisseurs. Euh, j'ai l'impression en fait que il faut tout reprendre, quoi. Faut tout reprendre et la communication, du moins la transparence, en est on va dire un premier changement voulu. Flo, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Encore une fois, il n'y a pas de question, c'est plus un échange. De toute façon, vous l'aurez compris, ce soir c'est un peu du roue libre. Ben, déjà, il y a quelque chose qui est factuel, c'est qu'actuellement, dans la catégorie jeune, dans toutes les catégories jeunes, il n'y a plus un Niçois, plus un ancien Niçois pour transmettre quelque chose, pour transmettre l'histoire du club, pour les catégories jeunes. Donc déjà, ça passe pour... Enfin, il y en a de moins en moins en tout cas. Ça, c'est une première chose. Dans les effectifs, niçois, donc qui sont dans tout ce qui est élite, U17, U19, c'est soit du bassin parisien, soit du bassin marseillais. Il y a plus de Niçois. Donc, à un moment donné, quand tu veux transmettre l'institution, l'amour du club, comme il y a à Lyon, comme il y a à Nantes, comme il y a à Rennes, à un moment donné, le problème, c'est que à Nice, ben, tu peux pas, parce que déjà, ça fait des années que tu es mauvais en formation. Flo, Ça fait je même... te coupe. On a eu pendant des années Johan Odell, Marama Virua, il y a Cédric Oui, Varro, Julien mais parce que... Sablé, Didier Oui, Digard. On a, je crois, dans la cellule de recrutement, on a eu Eric Cubillier à un moment. On a eu d'anciens Niçois. Est-ce que ça s'arrête à ça, non, concrètement? non, parce que comme j'allais te dire, le problème, c'est que ça fait des années que tu es aussi mauvais en formation. Donc, les jeunes, des bons jeunes, t'en sors plus. Moi, à une époque, quand j'entraînais dans la région, les catégories U14, U15, on me voir, on me disait, mais mon fils, il attend qu'une chose, c'est l'OGC Nice. Donc, c'était des enfants qui jouaient au Canet Rocheville, c'était des enfants qui jouaient à la Stam. Et puis, personne venait. Et donc, il y avait Saint-Etienne qui venait, Nancy qui venait, Châteauroux qui venait, Sochaux qui venait. Et puis, une fois qu'il y avait toutes ces équipes qui venaient, ben, l'OGC Nice se pointait. Et ils nous disaient, ben, on est intéressé par votre fils. Et les parents répondaient, mais écoutez monsieur, nous, notre fils, on s'est déjà engagé avec Sochaux. On n'attendait que ça que vous veniez. On est sous vos yeux à l'année. Comment ça se fait que ce soit Sochaux, Nancy ou Saint-Etienne qui soit venu en premier nous voir? Et c'est ça pour plein de joueurs. Mais à un moment donné, le problème, c'est que ta formation, elle a jamais réussi à se développer parce que, comme disait Anto, et je ne sais plus si Hugo l'a dit aussi, il y avait énormément de copinage au centre de formation, d'ailleurs, on a toujours, et que malheureusement, ça continue. Et pour le groupe pro, ben, le seul qui a vraiment l'identité et qui est là depuis X années, et putain, je comprends pas comment lui, parce qu'à un moment donné, pendant 10 ans, ça a été son bébé, c'est lui qui l'a fait grandir, c'est Jean-Pierre River. Il est où là actuellement? Il est où? Alors je sais très bien qu'on lui a un peu enlevé des responsabilités, qu'il est plus que là un peu comme représentant, mais il a quand même encore un statut dans ce club. Il est où? Il est où? Il est comme nous, il le voit couler son club, qu'il a récupéré en 2011, qu'il a fait l'exploit de le mettre européen en 2012, qu'il a remis sur la carte de France, qu'il a remis sur la carte de l'Europe. Il est où tout ce travail-là pendant 10 ans, 12 ans, on est en train de lui tuer tout le travail qu'il a fait avec peu de moyens, avec juste du panache, de l'envie, des choix intelligents. Il est où ce monsieur? Il est où? Parce que Ça il y a fait que... longtemps qu'il est plus là. Moi, Ben ouais, je pense qu'après ben ouais, après le mais rachat, maintenant là. voilà, enfin, Ben ouais, mais ça a été sa dernière grosse mission, son dernier gros dossier en tant que président, à ben savoir ouais, voilà, mais trouver un investisseur fiable. Alors, on peut pas dire que Ineos n'est pas investi, hein, mais disons que ça n'a pas été fait dans les bons temps. Non, mais On va pas même refaire avant, l'histoire, mais enfin bon. non, non, mais même quand avant, ils bien vont au sûr. sino américain, tu vois, je pense que Mm.
tu vois, hein, on regarde beaucoup les autres, ce qu'ils font et tout ça. Et bah, en vrai, quand ils vont à ceux-là, à Shenley notamment, je pense qu'à ce moment-là, bah, ça y est, il avait fait ce qu'il avait à faire et il avait repris ses thunes et peut-être un peu plus, j'en sais rien. Et ça lui convenait. Depuis, on n'a plus la même personne. On a quand même une personne, tu vois. Moi, tu sais, j'ai toujours un travers de la gorge avec Jean-Pierre River. Ça a beaucoup de mal à passer. C'est le moment où ils partent avec Fournier quand Vira est là. Et en fait, autant je déteste Vira, vraiment, c'est un des mecs dans le football que je peux le moins voir de ma vie. Mais autant ce qu'ils ont fait là, c'est irrespectueux envers ton coach que tu es allé chercher aux États-Unis. Au moins, préviens-le, fais les choses comme il faut, etc. Alors, ils sont revenus avec des investisseurs, mais peut-être qu'ils seraient jamais revenus. Hein. Voilà, on a eu un coup de chance, dans un sens. Mais s'il faut, ils seraient jamais revenus. Aujourd'hui, Sochaux, ça serait nous. Donc, voilà. C'est, pour moi, depuis le rachat des Sino-Américains, c'est là où Jean-Pierre River, notamment, a changé de manière de Non, non, procéder, mais quoi. t'as 100% raison. Après, pour revenir au sujet actuel, moi, alors Hugo, j'entends bien quand tu dis que Ghisolfi, il apprend en tant que directeur sportif, mais Ghisolfi, il a une carrière professionnelle, il sait comment ça marche un vestiaire, il sait ce que c'est une institution. Je veux dire, il a joué dans un club comme Bastia. Bastia, bon, c'est peut-être pas le plus grand club de Ligue 1, mais en termes d'institution, il y a une identité qui est forte. Et alors, on est dans une région où l'identité n'est pas aussi forte qu'en Corse, mais il sait ce que c'est, il connaît tout ça. Je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'il apprend le métier, mais putain, genre, nous, on le voit. Je veux dire, on n'est pas du métier, on le voit en tribune. Il n'y a rien qui va. À un moment donné, quand tu es acteur, tu es au plus près des joueurs, c'est toi le patron. Putain, mais moi c'est ça que je comprends pas. Enfin, Hugo, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais moi ça, je comprends pas. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je dis, restons attentifs à sa prochaine sortie, à comment il va évoluer, parce que la dernière fois qu'il est sorti, il a fait le tour des médias. La situation était pas encore aussi catastrophique. C'était avant Montpellier où c'était vraiment devenu catastrophique. Et il avait joué la carte un peu du positivisme, du on va voir, tout ça. Là, la prochaine fois qu'il sortira, il pourra plus faire ça. Donc, je pense que ça a quand même d'être un professionnel intelligent et je pense qu'il va s'adapter. Enfin, j'espère en tout cas, parce que il faut vraiment durcir le discours parce qu'effectivement, la situation est en train de partir n'importe comment, mais même dans le vestiaire. Donc, moi, je vais être très attentif à comment il évolue sur son discours et son approche vis-à-vis de son vestiaire. Et on verra la prochaine fois qui prendra la parole ou qui sortira. Il y a Issa Nissa 007 qui nous dit on n'est pas à l'abri qu'il parte aussi. Ah, après, je pense que s'il avait dû partir, Ghisolfi, il serait Ouais. parti avant, avec notamment le changement de projet en cours de saison voulu par Ineos. Messieurs, juste pour clôturer un peu cette émission, il reste 7 matchs. Je vais vous donner un peu le calendrier, parce qu'en plus de ça, il va y avoir du lourd pour l'OGC Nice. On commence par un déplacement à Reims, puis une trêve voilà, de 12 jours. Pour une réception de Lorient, déplacement au Vélodrome, déplacement chez le copain de Anto à Strasbourg, réception du Paris Saint-Germain, réception du Havre et déplacement chez les copains lillois pour terminer la saison. Il reste 7 matchs, messieurs. Comment est-ce que vous le sentez Effectivement, si on enlève le match de Lens, je ne pense pas que vous soyez extrêmement optimiste. Comment est-ce que vous voyez la fin de saison de l'OGC Nice? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà considérer que ça va être très compliqué et que la prochaine défaite qui peut arriver très rapidement annoncera la fin prématurée de cette saison-là? Ou est-ce qu'il y a une partie de vous qui vous dit bah, c'est quand même dingue de se dire qu'on est encore cinquième, hein, entre nous, quand même, on est cinquième. Je ne suis pas en train de nous rassurer, hein, mais c'est factuel. Est-ce que l'OGC Nice peut être européen en fin de saison? Enfin, voilà, on a vu que c'était assez fort contre des équipes fortes. J'avais fait une petite rétrospective par rapport à ça sur Twitter. Une seule défaite contre les concurrents directs à l'Europe, et c'était Rennes. Bon, par contre, après, c'est 0 sur 6 contre Nantes. C'est une défaite récemment contre Toulouse. Enfin bref, vous le connaissez ce calendrier. Comment est-ce que vous le sentez? Voilà, tout simplement. Anto, peut-être pour démarrer. Déjà, il y a une partie de moi qui me dit qu'on va gagner des matchs et ça m'embête.
T'as vu, j'ai progressé quand même, Pancho. Je cherche mes mots des fois. Ouais, c'est bien, Non, mais non. donc du coup, toi, ton souhait, ce serait qu'on se casse la figure, quoi, littéralement. Ah ouais, complètement. Il faut un moment où il faut qu'on arrête de toujours être comme ça et du coup tu continues un peu avec ce que tu as fait. Faut vraiment, moi j'ai qu'une envie, c'est que tout le monde dégage et si on est européen, pas tout le monde va dégager. Donc je pense qu'on va faire des bons matchs parce que il va y avoir des gros adversaires qui vont arriver, que tu as des mecs qui vont se dire oh, bientôt j'ai mon transfert, je pourrais aller dans un grand club et tout ça, on s'en fout de la saison, mais dans ce match-là, il faut que je me montre. Donc on va gagner. Jérémy Boga va réussir enfin à passer un mec. Todibo va être décisif et être un patron. Terem Moffi va reclaquer des buts. Tu vois, ça on le sait. Maintenant, moi j'espère qu'on va tout perdre, très honnêtement. Que tout le monde va nous passer devant, même Lyon, etc. Que tout le monde va bien nous vanner, qu'on comprenne bien qu'on est des sous-merdes parce qu'on l'est. Et une chose aussi, je vois dans le chat ça parle beaucoup de Farioli. Il a des torts, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois l'état d'esprit de la différence qu'il y a entre Lens et hier contre Nantes, honnêtement, arrêtez de taper sur le coach, ça sert à rien en fait. Parce que tous les ans, on fait la même chose et tous les ans, on régresse dans l'état d'esprit. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on change de coach. Peut-être que Farioli, ça ne sera pas le coach de l'OGC Nice, qu'on n'en parlera peut-être pas dans 10 ans. Mais je pense pas que ça a de la faute, ça soit vraiment lui. Effectivement, c'est Voilà. vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet dans cette émission et c'est pas par volonté pure et dure de le défendre, mais c'est simplement qu'on a l'impression que, du moins de ce qui est saisissable, que le problème dépasse complètement le coach aujourd'hui et que lui, il a un pouvoir d'intervention aujourd'hui qui ne lui permet pas d'avoir un groupe à 100% concerné. Hugo, Carrément, puis même ouais, si je peux vas-y. juste rajouter une chose, tu sais, on parle beaucoup, tout le monde en parle un petit peu, du fait qu'il y ait des joueurs qui ont un surstatut, etc. Est-ce que finalement, c'est pas aussi ça qui fait que Farioli met en place des choses? C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas ça qui fait, par exemple, que Mofi a le droit de jouer tout le temps alors que il est pas très très bon? Bon, même si moi j'ai toujours ce truc qu'il marque des buts, donc peut-être que c'est pour ça qu'il le met. Mais t'as d'autres joueurs qui, par exemple, Boudaoui, Hicham Boudaoui, hier, même si on a que 3 milieux sur la feuille de match, s'il commençait pas le match, ça me dérangeait pas, tu vois. Pourtant, tu sais que je l'ai beaucoup défendu et que j'adore ce joueur en temps normal. Mais est-ce que aussi, lui, il est pas avec ce truc de j'essaye de garder Non. ce groupe qui essaye de faire n'importe quoi pour essayer de les garder un peu concernés, je sais pas, tu vois. Après, hier, juste, c'est pas pour le défendre, hein, mais parce qu'il est catastrophique, mais Boudaoui, c'était même pas sûr la veille du match qu'il joue. Il était énormément minimisé parce qu'il Il voilà, y il est avait en un force bandage mineure. effectivement à une des jambes. Voilà. Non, Et, mais euh, j'entends. et voilà. Bon, et puis voilà, puis plusieurs circonstances qui font que le joueur n'était pas à 100% hier. Donc voilà, il a joué sur une jambe. C'est pas pour le défendre encore une fois, Anto, parce que je suis 100% d'accord avec toi. Mais voilà, et puis il faudra aussi se poser la question à un moment donné de à quel moment on va réussir à faire une saison sans avoir 15 blessés et dans une saison, quoi. Parce que moi, je suis désolé, quand je vois le début de saison, la liste des milieux de terrain, je me dis c'est impossible. Quand je vois qu'on peut aligner entre 8 et 10 milieux dans la saison, je me dis c'est impossible qu'à un moment donné, il y ait une panne sèche. Putain, on y arrive, hein. On y arrive. Entre les suspendus et les blessés, on arrive à avoir entre 5 et 6 milieux de terrain absents. Je pense qu'il n'y a que chez nous, en jouant une fois par semaine, encore une fois, il n'y a que chez nous que l'on voit ça. Je sais, il n'y a que chez nous. Hier, il manque Sofiane Diop, il manque Rosario, il manque Thuram, il manque Youssouf, il manque Sanson. Voilà, il en manque 5. 5 milieux. C'est pas en jouant une fois par semaine, c'est pas possible. On va aller en Coupe d'Europe. Mais il a raison, Anto, hein, qu'on se pète la gueule. Hein. Si on joue tous les 3 jours, on en a combien? On joue avec qui? On joue avec les U16 au milieu? Avec Reda Sérieusement. Belayan. Non, mais franchement, sérieusement, non, mais c'est vrai, ça part aussi de là, un grand club. Je suis désolé, mais à un moment donné, à chaque fois, tu n'as jamais l'effectif au complet. Je crois que j'ai pas vu une fois le 11 que j'aurais aimé voir cette saison, c'est-à-dire un beau 4-2-3-1 tout lisse, avec Sofiane Diop en numéro 10, deux ailiers à percussion et un 9. J'ai jamais pu voir ça cette On a un saison. très C'est beau une folie. Fabrice Mouron en Regista. C'est une folie. Hugo, comment tu vois cette fin de saison et je vois que ça parle beaucoup de Farioli sur le chat. On en reparlera pour clôturer l'émission si vous le souhaitez. Ouais, pas non plus très bien la fin de saison, parce que tu viens d'énoncer le calendrier. Moi, je vois qu'on a le pire scénario, c'est-à-dire qu'on va jouer des grosses équipes, mais à l'extérieur. Nous, on aime bien plutôt les jouer à domicile, et des petites équipes à domicile. Donc moi, je vois Reims à l'extérieur, c'est le 0-0 traditionnel. Chaque année, Classique, c'est ça déjà bouge pas. vendu. Après, c'est Lorient à la maison. Ça sent quand même pas bon non plus, vu les derniers matchs qu'on vient de faire contre les relégables. L'année dernière aussi, on arrache un nul à l'arrache alors qu'on était en position de jouer l'Europe.
Après, on va à Marseille. Marseille qui a perdu hier, je crois, son premier match à domicile et qui, sur la dynamique, je trouve qu'ils sont quand même largement au-dessus de nous déjà en termes d'effectifs, mais en plus sur la dynamique. Il y a le PSG qui va venir, donc là, on va espérer qu'ils aillent loin en Ligue des Champions et contre nous, ils fassent tourner. On va à Lille pour terminer. Alors là, même moi, je vois, dans aucun monde on gagne à Lille. Moi, j'ai vu la dynamique pareil et le projet de jeu développé là-bas, j'y crois zéro. Et on reçoit, il me semble, Le Havre aussi, donc ça aussi, c'est un match Bourbier. Donc moi, On va à Strasbourg aussi face à un ancien coach niçois, donc tu vas prendre une Ah ouais. correction. Ouais, donc ouais, moi, le calendrier, moi, tu avais mis cette semaine, il me semble, sur ton compte Twitter, un post où tu demandais, on voyait quoi, combien de points et quel classement à la fin de saison. Mm. Moi, j'avais dit 8e et qu'on allait prendre 10 points d'ici la fin de saison. Et en comptant les 3 points que je voyais contre Nantes. Donc là, on peut déjà redescendre à 7. Donc autant dire T'es que je optimiste pense déjà, c'est bien. que ouais, 8e, moi, je pense que en plus, sur la dynamique en soi, Marseille, Rennes, Lens, je trouve qu'en 2024, c'est des équipes qui montrent beaucoup plus que nous dans le jeu et dans les résultats. Donc en vrai, ce serait entièrement logique sur la dynamique qu'on recule et qu'on soit à notre place, c'est-à-dire dans le milieu de tableau, parce que tu fais une très bonne partie de saison, puis une deuxième horrible. Donc en fait, t'es 9/10e, quoi. Mm. Alors, je vois que voilà, Farioli, ça fait pas mal réagir. Il y a Talabanans qui nous dit j'aimerais que Farioli prenne ses responsabilités, mettre Todibo sur le banc par exemple. Bah, Farioli a mis Mofi sur le banc contre Paris, contre Lorient en début de saison, Todibo également. Bon, j'ai quand même l'impression que par rapport à ça, il fait pas de demi-mesure par rapport on va dire, au statut des joueurs. Après, juste pour réagir à ça, excusez-moi, mais si Todibo sur le banc contre Nantes, moi je veux bien, hein, mais il a qui dans l'effectif? Ça aussi, il faut se poser. Comment il a été construit l'effectif? Alors oui, on va me dire Mendy. On va me Rosario, dire tu peux Mendy. mettre la semaine prochaine. Oui, la semaine pro, mais là, contre Nantes, tu mettais qui? Tu vois, à un moment donné, il y a Doumbouya. un, voilà, il y a un trou dans l'effectif. Voilà. Et à chaque fois qu'il a dû prendre ses responsabilités cette saison, il les a pris. Et que tu l'as dit, le retard de Mofi, au début, en début de saison, finalement, c'était pas un transfert, c'était à cause d'un retard. Après, Euh, après encore une fois, il a ses responsabilités. Moi, je trouve il fait pas encore l'unanimité totalement. Loin de ça. Maintenant, bon, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour moi, le terrain, ça reste quand même la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas satisfait de ce qu'on voit. On voit très peu de foot. Et je pense que le coach aussi, il n'est pas satisfait. Et qu'on voit forcément dans ses déclarations bon, que c'est lisse et qu'il arrondit les angles, etc. c'est de la com, ça aussi, il faut se mettre en C'est de la évidence. com. Maintenant, moi, je pense qu'il faut aussi voir ça d'une manière très pragmatique, en se disant à l'instant T, quels sont les leviers qu'on peut activer, mais on en revient toujours au même point, quels sont les leviers qu'on peut activer pour que l'OGC Nice soit européen. C'est-à-dire que la feuille de route qu'on a donnée à Farioli, pour moi, le début de saison, c'est tiens, tu signes 2 ans plus une en option, très bien. En fin de saison, mon petit gars, t'es top 6. Voilà, t'es top 6 en fin de saison. Donc s'il n'est pas top 6, basta. Voilà. Moi, il faut. Enfin, monde de l'entreprise, tu réalises pas tu réalises pas tes objectifs, t'as pas ta prime. Eh ben voilà. Eh ben là, tu jartes en fait. Moi, juste une chose, et c'est là où je rejoins Anto. La question, c'est à un moment donné, et la dernière fois, on en parlait aussi dans le Space Gym. Je sais pas si vous étiez là, mais bref, on en parlait un peu dans le Space Gym. La question, c'est dans un club, on voit où l'horizon? Est-ce qu'on la voit à mai, là, mi-mai, fin de saison, et on se dit, ben, youpi, on est européen. Et dans ce cas-là, ben, j'ai envie de te dire, Pierre Farioli maintenant, mais Gigard, il reste cette finale. Tu es sur cette finale avec Gigard, tu prends entre 12 et 15 points. 12-15 points, tu es européen de sûr à 100%. Donc européen, tu peux l'être, c'est pas un problème. Mais après, il se passe quoi une fois que tu es européen? Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu as la deuxième option, c'est bon, ben, tu vas au bois avec Farioli, quitte à se péter la gueule, et peut-être que je serai le premier, tu vois, à péter un câble. Je dis pas le contraire. Et pourtant, tu sais que j'aime beaucoup cet entraîneur, j'étais l'un des premiers à en parler ici. Et je me dis, mais au final, ben, si on se pète vraiment la gueule, comme dit Anto, on fait 8 ou 9, qu'on a le culot de repartir avec lui, tu vois, et qu'à un moment donné, on vire le dénominateur commun entre ces 4 dernières saisons, et que peut-être derrière, il se passe un truc. Et comme il disait Anto, et je vais faire ma minute Gunners, c'est ce qui s'est passé à Arsenal. Arteta, première saison, il arrive, tu fais 8ème, t'es hors Europe, c'est une première fois depuis plus de 30 ans, d'accord? Deuxième saison,
Ben, tu as un recrutement qui correspond à sa philosophie, parce qu'il faut dire aussi les choses. Moi, je suis désolé. Farioli, moi, je veux bien lui taper dessus, encore une fois. Il est fautif, il n'y a pas de problème. Mais à la base, le recrutement, il a été fait pour Régis Lebris, les gars. Hmm. Le 30 millions sur Mofi, c'est pour Lebris. Hein. Tout ce que tu as construit comme effectif, c'est pour une équipe de transition. Aujourd'hui, tu es un entraîneur de possession. Et c'est pour ça qu'aussi, on avait ouvert le débat dans le Space Gym la dernière fois. C'était justement, on avait parlé de Ghisolfi, j'avais mis exprès de mettre en thème et Florent Ghisolfi, à quel moment on va en parler. Pas parce que je veux lui lancer la pierre et je veux lui taper dessus, parce que je pense que c'est un excellent directeur sportif et qu'il est très bon dans son domaine et qu'il ira loin. Tout comme je suis persuadé que Farioli sera un grand entraîneur et que s'il ne réussit pas à Nice, il réussira ailleurs. Mais tout simplement parce que le timing des choix de tes gros transferts que tu as fait, notamment Telmofi, qui est ton transfert historique, tu le fais dans une période, et pour le coup, c'est vrai, de transition, entre 2 saisons où tu viens de virer Favre, tu mets Gigard, tu sais que Gigard, c'est sûrement pour 6 mois, et tu décides de claquer un mec à 30 millions. Ben, excusez-moi, c'est une idée de merde. Voilà, tout simplement. Et tous les choix qui ont suivi derrière, excusez-moi, m'ont tapé sur Julien Fournier. Mais je reprends la même chose. Ghisolfi, il nous a inventé quoi comme piste depuis qu'il est arrivé? Sanson, ancien joueur de Ligue 1. Boga, ancien joueur de Ligue 1. Perrault, il a joué à Nice, ancien joueur de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on a eu de nous comme nouveauté? Alors, ok, ça a changé des Kluivert, des Stengs, on va dire des pistes un peu plus des championnats mineurs. Mais est-ce qu'il fallait vraiment la cellule de scout la plus nombreuse en France, parce que Nice, c'est celle qui a le plus de scouts en France, est-ce qu'il fallait une aussi grande cellule de scout pour prendre que des anciens de Ligue 1 qu'on connaît encore et qu'on a vu et revu? Est-ce qu'à un moment donné, ben, on ne peut pas dire, ben là, on met un joueur de Ligue 1 et puis là, on prend un risque? Voilà. Ben, à un moment donné, il y a ces questions-là aussi à se poser. Comment il a été monté l'effectif? Est-ce qu'aujourd'hui, Farioli, il a son effectif? Ben non, je suis désolé. Alors oui, oui, il est fautif, il a plein de torts. Et je suis le premier à le reconnaître, son coaching, le premier, parce que son coaching, je ne le comprends pas. Mais à un moment donné, est-ce qu'il a l'effectif pour jouer son football? Ben, la Ouais, réponse, elle est non. Elle est non. je comprends ce que tu veux dire, mais après aussi, enfin, ça on le sait tous, que de base on avait un été extraordinaire où ça y est, on changeait de dimension. Bien sûr. Et au final, tu te retrouves à l'été où tu as mis 15 millions ou 18 millions sur Boga et qu'après, tu plus rien. Donc, tu es aussi en besoin de faire ça. Après, mais je suis un peu d'accord. Hein. Mais Et c'est pour ça que je tape pas sur Ghisolfi. C'est juste un constat de ce qui s'est passé, l'enchaînement d'événements, qui fait qu'aujourd'hui, tu as un effectif qui, au final, n'est pas si exceptionnel et qui, bon, je vais me faire insulter, mais en début de saison, si on te disait t'es cinquième en fin d'année, ben, t'es cinquième. Moi, j'accepte pas la situation. Attention, parce que je parle du principe que quand tu as 12 points d'accord. à la mi-saison, tu dois pas être cinquième maintenant. Voilà, mais à la mi-saison, tu le signes. Voilà, parce que tu n'as pas un effectif pour être dans les 5. Voilà, faut être honnête. Par contre, ben, je suis désolé, l'effectif, il n'est pas taillé avec le coach que tu as et vice-versa. Mais non, moi Non, j'arrête. Ça, je pense que effectivement, c'est quelque chose on avait déjà mentionné et on essaiera de faire un bilan global en fin de saison sur tout ça parce que effectivement, l'objectif là, court-termiste, c'est l'Europe. Maintenant, il y a des manques, il y a une volonté, je pense, de régénérer l'effectif, d'apporter un souffle nouveau. On ne sait pas si Francesco Farioli sera l'entraîneur l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que les problèmes identiques réapparaissent année après année, coach après coach, et que rien que ça, eh bien, on peut parler du coaching. Effectivement, il y a plein de choses. Moi, je ne suis pas trop en accord. Même le football proposé pour l'instant, assez minimaliste. Et voilà. Mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, les joueurs devront payer l'addition en fin de saison. C'est ce qu'on répète depuis plusieurs semaines. Farioli ou pas Farioli, c'est quelque chose d'essentiel. Messieurs, on va clôturer là-dessus. C'était riche. Encore une fois, on a parlé ballon, mais il fallait parler aussi des semaines qui suivent et de notre ressenti global sur notre club. C'était un supplice, vraiment, de suivre cette rencontre. C'était un supplice de vivre des sentiments négatifs qui conditionnent aussi notre semaine. Hein. On est des supporters de foot. Hein. On n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Donc forcément, toute la semaine qui va suivre jusqu'à Reims, on va avoir la tête dans le guidon. Et puis, quelques heures avant Reims, on se dit, et si le GC Nice gagnait à Reims? Tout ça pour perdre lamentablement 1-0, but sur pénalty à la 82e. Bon bref, on verra ça. Merci à tous les trois d'avoir été présents. Merci aux personnes étant présentes sur le chat
d'avoir été là déjà, d'avoir suivi ça avec nous et d'avoir été actif aussi sur le chat. Flo, merci. Merci à toi pour ta venue. Hugo aussi, merci à Anto, merci à vous. Merci à toi. Émission à retrouver dès ce soir sur YouTube et pour la première fois exceptionnellement sur toutes les plateformes d'écoute, de podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. J'en ai oublié une, Deezer. Passez une très très bonne soirée. La semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux. Et ciao, la Bayeta.